Adeptes de la grande toile, bonjour. Alors vous le savez peut-être, mais j'ai récemment été invité comme chroniqueur pour participer à la 8ème émission de Screen Spirit qui a été tournée au cinéma Le Concorde à Nantes. Dans cette émission, diffusée sur Twitch, j'ai bien sûr parlé des 2 volets de Dune réalisés par Denis Villeneuve. Mais nous avons aussi eu la chance de recevoir la réalisatrice et les 2 premiers rôles du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Donc n'hésitez pas à aller voir l'émission dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Screen Spirit, et n'hésitez pas non plus à soutenir ce projet. Ce rendez-vous cinéphilique a l'ambition de faire dialoguer ensemble des artistes, des techniciens, des commentateurs ou des distributeurs dans des émissions qui ont la particularité d'être tournées en public dans des salles de cinéma de toute la France. Et puis des émissions qui causent de cinoche, y en a pas beaucoup sur Twitch, surtout avec une telle production. Je vous encourage donc vivement à aller vous abonner à la chaîne de Screen Spirit. Sans plus attendre, je vous laisse avec ma chronique sur l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve, que j'ai agrémenté de quelques extraits vidéo et de quelques illustrations supplémentaires, histoire de la compléter un peu. Donc comme pas mal d'entre vous, je pense que je suis allé voir Dune de Denis Villeneuve, la 2e partie qui est sortie récemment. Et alors peut-être pas comme vous, moi j'ai pas trop aimé, je suis désolé, me tapez pas. Il casse l'ambiance. Je vais juste... Attention au spoil, ça gueule. Merde, non, je spoil pas. Je spoil même pas le premier, c'est vous dire. J'ai essayé de faire attention à ça, au moins. Non, moi je voulais remettre en fait les 2 films en fait de Villeneuve en perspective, et notamment par rapport aux autres adaptations qu'il y a eu de Dune. Je vais surtout m'intéresser à un des aspects du film, un aspect qui relève d'un choix artistique parfaitement assumé de Villeneuve, mais moi sur lequel j'ai quand même pas mal de choses à dire, c'est son côté minimaliste. D'abord sur le plan esthétique. Alors bon, ça vous aura pas échappé que Villeneuve s'inspire du brutalisme, c'est-à-dire que les décors et les costumes sont épurés, ils sont conçus à partir de matériaux bruts, les bâtiments ressemblent à des bunkers, les vaisseaux c'est des grosses formes géométriques sans fioritures, la photographie est désaturée, etc., etc. C'est assumé, ouais. Il y a un débat qui se lance là. Ça commence. Je sens que tu vas avoir un ennemi là. Super. Pas, mais il est j'ai que 10 minutes par contre, donc on va pas pouvoir aller très loin. L'un des avantages de cette esthétique minimaliste en tout cas, c'est qu'elle ancre le récit dans une forme de réalisme, et ça tranche quand même pas mal avec la production actuelle de blockbuster. Je parlais de Marvel tout à l'heure, et je pense que c'est quand même l'une des raisons du succès du film. C'est vraiment une proposition alternative. Mais d'un autre côté, moi ce qui me fait un peu chier là-dedans, c'est que l'univers que nous montre Villeneuve est complètement uniforme. On a toutes les planètes, tous les décors qui se ressemblent, alors que le roman est construit autour d'une série de chocs esthétiques. Par exemple, le plus évident, c'est que Paul, le héros, Paul Atreides, a vécu toute son enfance dans un vieux castel sur une planète fertile pleine d'eau. Mais son aventure va l'amener à survivre sur Arrakis, une planète aride, qui elle est exactement l'opposé en fait de son monde natal. De la même manière, Arrakis c'est l'environnement le plus hostile de la galaxie. Mais à plusieurs reprises, Frank Herbert s'arrête au contraire sur sa beauté. Il va spoiler. Non, je spoil pas. Il a peur, je vais dégoûter là. C'est même pas dans les films. Non, le duc en fait, Oui, pardon, c'est un moment où il est submergé par ses problèmes. Il sait qu'il y a des trahisons, qu'il y a des traîtres autour de lui, qu'il est vraiment tombé dans un piège. Et il s'arrête un moment sur un balcon et il regarde juste en fait ce qui se passe autour de lui. Donc, je vais vous lire un petit extrait. À l'est, un faisceau de lumière grise monta dans la nuit, puis ce fut une opalescence nacrée, et les étoiles en furent estompées. Alors vint le lent sillage de l'aube sur l'horizon brisé. La scène était d'une telle beauté que toute l'attention du duc fut capturée en cet instant. Certaines choses, pensa-t-il, mendient notre amour. Jamais il n'avait imaginé qu'il pût y avoir quelque chose d'aussi beau que cet horizon rouge, tourmenté, ces falaises d'ocre et de pourpre. Par-delà le terrain de débarquement, là où la rosée de la nuit avait apporté la vie aux graines hâtives d'Arrakis, il découvrait maintenant des lagunes de fleurs rouges sur lesquelles se posait une trame de violet. Moi, cet horizon, ces couleurs et surtout ces contrastes, je les ai pas vus en fait dans les films de Villeneuve. En revanche, ils étaient au cœur du projet avorté d'Alejandro Jodorowsky en 1973, qui était un projet artistique avant tout. Donc vous avez peut-être vu le documentaire Jodorowsky's Dune, dans lequel le réalisateur chilien accuse la terre entière de l'échec de son projet, sauf lui évidemment. Moi j'ai une petite théorie sur la question, c'est que Jodorowsky il savait très bien qu'il était en train de faire qu'il s'engageait, il allait droit dans le mur. Et comme c'est un vieux roublard, il savait qu'il valait mieux que son Dune soit le plus grand film de science-fiction jamais réalisé que le nanar le plus cher de tous les temps. Parce que c'est clairement ce que ça allait devenir. En tout cas, moi l'impression que me laisse le documentaire, c'est qu'il a lui-même sabordé son film en multipliant les choix artistiques complètement farfelus. They asked to me to make a picture one hour and a half. And myself, no, why the time? I will make a picture of 12 hours or 20 hours. Mais il y avait quand même une idée pas déconnante au cœur de son projet. Ce qu'il voulait faire, c'est que chaque planète de l'univers de Dune était censée avoir sa propre esthétique. Pour ça, il avait réuni toute une équipe d'artistes, parmi lesquels on trouve Jean Giraud, aka Mobius, Hans Rudi Giger, connu pour la créature d'Alien, ou encore Chris Foss, excusez du peu.
Mais Jodorowsky voulait aller encore plus loin, notamment en confiant la bande originale à un groupe différent pour chaque planète. On avait Pink Floyd pour Caladan, le monde des Atreides par exemple, ou encore Magma, qui se trouve comme par hasard être mon groupe favori, pour la planète des Harkonnen, à qui s'ajoutent d'autres artistes comme Tangerine Dream, Gong ou Michael Field. Bon, le projet a capoté, mais l'équipe artistique de Dune a recyclé cette idée de choc esthétique dans le Alien de Ridley Scott. Alien, c'est vraiment un film post-Dune, il y a carrément exactement la même équipe artistique. They take Moebius, they take Giger, Foss, and Hollywood start to use my group. Et dans ce film, l'univers psychosexuel de Giger tranche radicalement avec l'environnement réaliste et industriel du Nostromo, le vaisseau créé par Chris Foss et Rob Cobb. Mais le minimalisme de Villeneuve, il n'est pas seulement esthétique, il est aussi narratif. Ce qui l'intéresse, c'est clairement la transformation de Paul en leader religieux à la tête d'une armée de fanatiques, et son récit se concentre presque exclusivement sur cette trame au détriment des nombreuses intrigues secondaires du roman. Bon alors, dans l'absolu, pourquoi pas ? Le fanatisme et ses dangers, c'est justement l'une des thématiques au cœur du roman d'Herbert. Et d'ailleurs, l'écrivain poursuit cette idée de manière beaucoup plus explicite dans la suite, le Messie de Dune, qui raconte, elle, la déchéance de Paul. Et puis, bon, comme son épure esthétique, là, y a pas de doute, cette simplification du livre, qui est quand même très dense, de Frank Herbert, a très certainement joué un rôle dans le succès du film, qui lui du coup est beaucoup plus limpide. Mais ce faisant, Villeneuve livre quand même un film assez unidimensionnel, alors qu'Herbert avait accouché d'une œuvre au contraire très riche en thématiques, en péripéties, en personnages, qui puisait son inspiration autant dans la hard SF, notamment les fondations de Asimov, que dans la littérature pulp comme le cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, en passant par Laurence d'Arabie ou la tragédie grecque. Bon alors attention, Villeneuve a parfaitement le droit de raconter son histoire comme il l'entend. Mais moi je vous avoue que ça me chagrine un peu de le voir quand même épurer à ce point l'œuvre de Frank Herbert, alors qu'on lui a quand même donné la possibilité de déployer son adaptation sur 2 films de plus de 2h30 chacun. Non, parce qu'il y en a un qui a pas eu cette chance-là, c'est David Lynch. David Lynch, lui, on lui a dit, t'as 2 heures, un peu plus de 2 heures, pas plus. Et du coup, son film est extrêmement condensé. Mais ce que je trouve assez paradoxal, c'est que Dune de David Lynch est beaucoup plus dense narrativement que les 2 films de Denis Villeneuve. Alors, par contre, c'est vrai que le Dune de 1984, c'est vraiment un film maudit. Entre les conflits avec son producteur, le tournage catastrophique, son échec critique et commercial, David Lynch garde un souvenir très amer de cette expérience. Mais il y a quand même un aspect que je trouve intéressant. Comme le roman, le film est structuré comme une tragédie antique. On y trouve une prédominance de la fatalité, un héros tragique qui subit son destin, et surtout de l'ironie dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, le spectateur connaît tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue, alors que les personnages, eux, en sont ignorants. Alors déjà, dans le roman de Frank Herbert, le baron Harkonnen expose tout son maître-plan dès le second chapitre, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun spoiler. Et il révèle même l'identité du personnage qui va trahir le duc Leto. He who controls the spice controls the universe. And what Pida did not tell you is we have control of someone who is very close to Duke Leto. Cet aspect tragique, Lynch, lui, l'a renforcé par un choix qui est quand même assez déroutant, c'est celui de nous faire entendre les pensées des personnages. No man has ever been tested with the box. Tonight, I may lose my son. C'est très bizarre, mais en même temps, je trouve que c'est un choix plutôt payant. Par exemple, le fait de faire de la trahison de Leto un twist expédié en 2 plans, comme dans le film de Villeneuve, moi je trouve que ça atténue quand même énormément un des aspects du bouquin que Lynch, comme Herbert avant lui, avait au contraire accentué. En s'attardant en fait sur ce personnage de traître, en nous laissant entendre ses pensées, il nous plonge dans sa psyché tourmentée et il nous met surtout face à l'horrible dilemme auquel il est confronté. Bon, alors petite rectification. Dans mon souvenir du film, le traître avait beaucoup plus de présence. Mais bon, là je me suis un peu avancé. En vérité, Lynch ne nous fait pas entendre ses pensées comme le fait Frank Herbert. En revanche, son identité est révélée bien avant sa trahison. Et Lynch met malgré tout l'emphase sur la dimension tragique du personnage, notamment dans sa scène de dialogue avec Jessica. Et ça, c'est une approche très différente des choix de Denis Villeneuve. Bon voilà, fin de la parenthèse, retour à la chronique. Et cette sous-intrigue, pour moi, elle est quand même assez importante, parce que dans le récit, elle illustre quand même parfaitement bien la cruauté dont sont capables les Harkonnen, mais surtout, elle nous montre le caractère impitoyable de l'univers de Dune. Et j'avoue que je trouve quand même un peu bizarre que Villeneuve ait complètement aseptisé cet aspect du roman, alors qu'il avait affirmé en 2018 vouloir faire un Star Wars pour les adultes. Bon alors, ok, là je viens de vous faire un peu le numéro du puriste un peu chiant qui vient vous dire que gna gna gna, c'est pas bien parce que c'est pas comme dans le bouquin. Je vous rassure, en vrai la fidélité c'est pas vraiment un critère pertinent. D'autant plus que l'adaptation la plus fidèle de Dune, à ce jour, ce sont les 2 mini-séries réalisées par John Harrison. Et bon, c'est quand même pas folichon. Need you more proof of what heaven's choice is? Atreides is dead, and Harkonnen lives!
Mais moi, tout ce que j'en dis, c'est qu'à la base, Dune, c'est pas du tout un roman minimaliste. Au contraire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une œuvre polysémique, ainsi qu'un véritable pot pourri d'influences très variées, qui à son tour est devenue une œuvre séminale dont on retrouve des traces dans toute la science-fiction moderne. Et j'ai l'impression, moi, que c'est surtout ce côté pot pourri qui semble le plus avoir marqué l'imaginaire collectif. Par exemple, si je vous parle d'un film qui lui aussi mélange les genres, notamment la science-fiction, la fantasy et le récit chevaleresque, et qui se déroule en partie sur une planète désertique avec un jeune héros doté de pouvoirs magiques, bah normalement vous me dites... Ouais, voilà, Star Wars, très bien. C'était pas compliqué, hein. Je l'avais aussi. Très bien. Et d'ailleurs, grâce au travail de recherche de mon camarade Cyril Roland du Ciné-Club de Monsieur Bobine, qui a récemment bossé sur la saga de George Lucas pour notre prochaine vidéo, je peux vous dire que toutes les premières versions du scénario étaient directement inspirées de Dune. On trouvait par exemple un empereur du nom de Ford Xerxes XII, qui rappelle l'empereur Padishah Shaddam IV de Dune, ou encore dans une autre version du script, on trouvait des personnages qui convoitaient une mystérieuse épice. Petit aparté, dans Dune partie 2, il y a une idée visuelle que je trouve plutôt efficace. Ce sont les scènes en noir et blanc pour représenter Gaïdi Prime, la planète des Harkonnen, un monde austère régi par une dictature fasciste. Mais cette idée était déjà dans Star Wars, où l'esthétique de l'Empire est dominée par du noir, du gris et du blanc, comme vous pouvez le voir dans l'Étoile de la Mort. Ou l'Étoile Noire déjà. C'est comme ça que ça s'appelle dans le premier, je crois. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. Foutage de gueule, l'Étoile de la Mort, pardon. Il y a un autre exemple d'adaptation à peine déguisée de Dune, c'est Jupiter Ascending des sœurs Wachowski, dont la proposition esthétique pour le moins radicale a quand même pas mal divisé les spectateurs. Et pourtant, cette direction artistique ostentatoire et baroque, elle est directement héritée du Dune de Jodorowsky, du moins dans sa note d'intention, mais aussi en pratique, puisqu'il y a directement des éléments visuels qui sont repris de ce projet avorté. Et puis bon, ça vous aura peut-être pas échappé que c'est un film dans lequel il est question de grandes familles qui se disputent le contrôle d'une planète afin d'en extraire la substance la plus précieuse de la galaxie, qui, comme les pistes de Frank Herbert, sert à prolonger la vie. Autre petit aparté, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués du jeu de l'acteur Eddie Redmayne, qui alterne entre des murmures et des hurlements. I create life! And I destroy it. L'acteur lui-même, en plus, renie un peu son personnage. Mais je vous ferai remarquer que c'est exactement ce que fait Dave Bautista, qui joue le rôle de Raban dans le nouveau Dune. Uncle, how can we let this happen? How can the Emperor take everything we've built and give it to that Duke? Alors bon, pour conclure, on verra bien ce que nous réserve Denis Villeneuve pour son adaptation du Messie de Dune, si jamais le projet est validé d'ailleurs, c'est pas encore le cas il me semble. Mais en ce qui me concerne, je suis un tantinet plus impatient de découvrir le 3e volet d'une autre saga, une saga qui elle aussi raconte l'histoire d'un peuple autochtone résistant à des envahisseurs venus exploiter une ressource rare sur leur planète, ainsi que celle d'un homme qui va prendre le parti de ces autochtones, et qui après une forme de transcendance va devenir leur Lisan al-Gaïb à eux. Pocahontas. Je veux passer, bien sûr, parler d'Avatar de James Cameron, pour les 3 du fond qui ne l'avaient pas. Merci beaucoup Julien, merci. Tu m'as dit avant... Ouais, bravo. Il m'a dit avant l'émission, j'ai dit tu vas roaster le film, il m'a dit non, j'espère que Denis est pas passé sur le stream parce que... Ah ça va, j'ai pas été méchant. Merci d'avoir suivi ce petit intermède. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Ciné-Club de Monsieur Bobine, celui-là même que je tease dans la chronique et qui nous a demandé un temps monstrueux d'écriture et de production. C'est bien simple, ce sera le plus gros épisode qu'on ait jamais fait, donc j'espère qu'il vous plaira. À bientôt!